Rome frémit d'espoir en ce jour de mars 37. La foule se masse sur les routes menant à la capitale, attendant celui qui va les libérer de 23 années de terreur sous Tibère. Caius, Julius César, Augustus Germanicus arrive enfin. Le peuple l'appelle déjà notre astre, notre petit, notre poupon. À 25 ans, ce jeune homme au trait fin porte en lui tous les espoirs d'un empire fatigué. Son surnom, Caligula, vient des petites sandales militaires qu'il portait enfant quand il accompagnait son père Germanicus dans les camps. Les soldats du Rhin l'adoraient déjà, ce gamin qui gambadait entre les tentes, déguisé en légionnaire miniature. Personne ne se doutait alors que ce surnom affectueux désignerait un jour l'un des empereurs les plus controversés de l'histoire romaine. Caligula n'est pas n'importe qui dans la hiérarchie impériale. Son père Germanicus était le héros de Rome, le général aimé de tous, celui qu'on murmurait destiné au trône avant sa mort mystérieuse en Syrie. Sa mère, Agrippine l'aînée, descend directement d'Auguste. Le sang impérial coule dans ses veines, mais aussi celui de Marc-Antoine, ce qui lui confère une aura particulière. Les premiers mois du règne ressemblent à un rêve. Caligula proclame une amnistie générale, libère les prisonniers politiques de Tibère, réduit les impôts et organise des festivités grandioses. Pendant 3 mois, les sacrifices se succèdent. Plus de 160 000 animaux périssent pour célébrer l'avènement du nouvel empereur. Le Sénat, soulagé, lui décerne un bouclier d'or qui sera porté chaque année au Capitole dans une procession solennelle. Rome respire. Après les années sombres où chaque citoyen pouvait être dénoncé et exécuté sur un soupçon, voici enfin un empereur qui sourit, qui distribue de l'argent et qui promet de gouverner avec le Sénat. Les premiers édits de Caligula abolissent le crime de lèse-majesté, cette arme terrible que Tibère utilisait pour éliminer ses ennemis. Les livres interdits retrouvent leur place dans les bibliothèques, mais l'euphorie ne dure que 6 mois. À l'automne 37, Caligula tombe gravement malade. Pendant des semaines, il flotte entre la vie et la mort. Rome retient son souffle. Des hommes font même le vœu de donner leur vie pour sauver l'empereur. Certains promettent de se battre comme gladiateurs si les dieux épargnent leur prince. Quand Caligula se relève enfin de son lit de mort, Rome découvre un homme différent. Ou peut-être révèle-t-il simplement sa vraie nature, celle qu'il avait habilement dissimulée pendant les premiers mois de son règne. Le changement est brutal et déstabilisant. L'empereur qui hier encore souriait aux sénateurs leur lance désormais des regards glaciaux. Celui qui promettait de gouverner avec eux commence à les humilier publiquement. Les premiers signes apparaissent dès le début de l'année 38. Caligula exige maintenant qu'on l'appelle Dominus, maître, un titre que même Auguste avait refusé. Il se fait construire un temple où sa statue trône aux côtés de celle des dieux. Mais le plus troublant reste son comportement avec sa famille. Quand sa sœur Drusilla meurt en juin 38, il la fait diviniser officiellement, une première dans l'histoire romaine pour une femme de la famille impériale. Le deuil de Drusilla révèle toute l'instabilité de l'empereur. Pendant des jours, il interdit aux Romains de rire, de se rendre au bain, de vaquer à leurs occupations normales. Le Sénat lui-même doit suspendre ses séances. Caligula pleure, rage, puis disparaît de Rome pendant des semaines, errant dans la campagne comme un homme possédé. À son retour, plus rien n'est pareil. L'empereur qui aimait les jeux et les spectacles les transforme en séances de torture publique. Il force les spectateurs à regarder les exécutions sous le soleil brûlant, interdisant qu'on tire les auvents pour les protéger. « Je veux voir vos visages », dit-il aux citoyens contraints d'assister aux mises à mort. Les premiers procès pour trahison reprennent. Ceux-là même qui avaient fait vœu de mourir pour sauver l'empereur se voient contraints d'honorer leurs promesses. Caligula convoque l'homme qui avait juré de se battre en gladiateur et l'oblige à descendre dans l'arène. Le malheureux combat pour sa vie sous les yeux ravis de l'empereur, qui ne le libère qu'après une victoire arrachée de justesse. Les sénateurs commencent à comprendre qu'ils ont affaire à un prédateur. Caligula les convoque pour des banquets,
où il les force à assister à des spectacles dégradants. Il fait prostituer leurs épouses, transforme leurs filles en danseuses et les oblige à applaudir en souriant. Ceux qui refusent de participer à cette mascarade disparaissent mystérieusement. L'argent devient une obsession. Après avoir vidé le trésor public avec ses largesses initiales, Caligula invente de nouveaux impôts. Il taxe les procès, les mariages, les divorces. Il organise des ventes aux enchères forcées où les riches citoyens doivent acheter à prix d'or des objets sans valeur. Refuser d'enchérir équivaut à un acte de rébellion. C'est dans ce contexte de folie grandissante qu'apparaît Incitatus. Le nom signifie « rapide » ou « au grand galop » en latin, et c'est effectivement le cheval le plus rapide de l'écurie verte, l'équipe de course favorite de Caligula. Dans la Rome antique, les courses de chars sont plus qu'un divertissement. Elles sont une passion dévorante qui divise la population en factions rivales. Caligula voue une adoration sans bornes aux courses. Il passe des journées entières au Circus Maximus, pariant des fortunes colossales sur ses favoris. Mais aucun cheval ne trouve grâce à ses yeux comme Incitatus. Cette bête magnifique, à la robe sombre luisant au soleil, remporte victoire sur victoire, faisant hurler de joie les partisans de l'écurie verte. L'obsession de l'empereur pour son cheval commence innocemment. Incitatus reçoit d'abord les soins réservés aux champions, une stalle spacieuse, une nourriture de qualité, des palefreniers dévoués. Mais rapidement, les privilèges accordés à l'animal dépassent tout entendement. Caligula fait construire pour Incitatus une écurie en marbre blanc veiné de rose, avec des colonnes dignes d'un temple. Le sol est incrusté d'argent, les mangeoires taillés dans l'ivoire le plus pur. La litière n'est plus de la paille ordinaire, mais des copeaux de bois précieux parfumés aux essences rares. La couverture du cheval devient pourpre, couleur réservée à l'empereur. Son collier s'orne de pierres précieuses qui valent plus que le patrimoine de familles entières. Les serviteurs en livrée dorée s'occupent exclusivement de lui, le brossant avec des brosses aux manches d'argent, lui apportant de l'eau dans des abreuvoirs de cristal. Mais Caligula ne s'arrête pas là. Il fait construire une véritable maison pour Incitatus avec des pièces meublées comme pour un humain. Le cheval a ses propres esclaves, sa propre vaisselle d'or, ses propres appartements décorés de fresques représentant ses victoires. La demeure comprend même une salle à manger où Incitatus reçoit ses invités. Car oui, le cheval a des invités. Caligula organise des dîners en l'honneur d'Incitatus, conviant les plus hauts dignitaires de Rome à partager un repas avec l'animal. Les sénateurs, contraints de participer à cette comédie grotesque, s'installent autour de la table où Incitatus mange ses grains d'avoine mélangés d'or dans une mangeoire sertie de diamants. Ces banquets deviennent le symbole de l'humiliation que Caligula inflige à l'élite romaine. Les invités doivent porter un toast au cheval, lui adresser des compliments, faire semblant de conversation. L'empereur observe la scène avec délectation, savourant chaque instant de cette mascarade qui transforme les maîtres de Rome en bouffons. La veille des courses, Caligula fait imposer le silence dans tout le quartier où vit Incitatus. Des soldats patrouillent dans les rues, interdisant le moindre bruit qui pourrait troubler le repos du champion. Les commerçants doivent fermer leurs échoppes, les enfants ne peuvent plus jouer dans les ruelles. Rome entière retient son souffle pour ne pas déranger le sommeil du cheval le plus puissant de l'Empire. Caligula prétend qu'Incitatus lui parle. Dans les couloirs du palais, les courtisans chuchotent que l'empereur passe des heures seul avec son cheval, lui demandant conseil sur les affaires de l'État. L'animal aurait même son propre oracle, car Caligula affirme qu'il possède des dons prophétiques. Avant chaque course, l'empereur consulte son cheval, comme d'autres interrogent les augures. La religion officielle s'adapte à cette folie. Caligula décrète qu'Incitatus est une incarnation divine, une combinaison de tous les dieux qui méritent la vénération. Des prêtres sont désignés pour s'occuper du culte du cheval. Des sacrifices sont offerts en son honneur. Des temples lui sont consacrés dans les provinces.
L'absurdité atteint son comble quand Caligula annonce qu'Incitatus va recevoir le titre de pontife, l'une des plus hautes charges religieuses de Rome. Un cheval va donc officier lors des cérémonies sacrées, bénir les mariages, présider au sacrifice. Les prêtres traditionnels humiliés doivent accepter cette parodie sous peine de mort. Mais le projet le plus délirant reste encore à venir. En 39, lors d'un banquet particulièrement arrosé, Caligula lâche la nouvelle qui fait l'effet d'une bombe. Incitatus sera nommé consul l'année suivante. Un cheval va diriger Rome aux côtés de l'empereur. Le consul est la plus haute magistrature de la République romaine, un poste que se sont disputés Cicéron, César, Auguste lui-même. Des hommes sont morts pour l'obtenir, ont consacré leur vie à s'en montrer dignes. Et voilà que Caligula s'apprête à l'offrir à un animal comme un jouet qu'on donne à un enfant capricieux. La nouvelle se répand en Rome comme une traînée de poudre. Dans les tavernes, les citoyens parlent à voix basse de cette nomination impossible. Certains pensent à une plaisanterie, d'autres y voient la preuve définitive que leur empereur a perdu la raison. Les sénateurs, eux, comprennent le message. Ils valent moins qu'un cheval aux yeux de Caligula. Car derrière cette apparente folie se cache une stratégie politique redoutable. Caligula ne nomme pas son cheval consul par simple caprice, mais pour humilier une institution qu'il méprise profondément. Le Sénat représente tout ce qu'il déteste, ces vieillards pompeux qui prétendent partager le pouvoir avec lui, ces nostalgiques de la République qui murmurent contre l'Empire. En élevant Incitatus au consulat, Caligula envoie un message clair. Le travail des sénateurs est si dérisoire qu'un animal peut l'accomplir. Un cheval vaut mieux que ces hommes qui passent leur journée à débattre de détails insignifiants, pendant que l'empereur gouverne vraiment. Cette nomination révèle aussi la conception que Caligula a de son propre pouvoir. Il ne se considère plus comme un empereur romain traditionnel, mais comme un roi divin à l'oriental. Dans les monarchies d'Égypte ou de Perse, le souverain est un dieu vivant dont les caprices ont force de loi. Pourquoi un dieu ne pourrait-il pas nommer son cheval à la tête de l'État? Les intellectuels de l'époque comprennent la portée symbolique du geste. Caligula détruit les derniers vestiges de la République en montrant leur absurdité. Si un cheval peut être consul, c'est que cette fonction n'a plus aucun sens. L'empereur pousse la logique du régime impérial à son terme. Lui seul compte, tout le reste n'est que théâtre. Mais cette stratégie se retourne contre lui. Humiliant si ouvertement le Sénat, Caligula s'aliène définitivement l'élite romaine. Ces hommes orgueilleux acceptent mal d'être ravalés au rang d'animaux. Ils commencent à comploter dans l'ombre, cherchant le moyen de se débarrasser de ce tyran qui les couvre de ridicule. La nouvelle de la nomination d'Incitatus divise profondément la société romaine. Le petit peuple, habitué aux jeux du cirque et fasciné par les excentricités impériales, accueille l'annonce avec un mélange d'amusement et d'incrédulité. Pour ces gens simples, voir un cheval au pouvoir ne semble pas plus absurde que bien des décisions de leurs dirigeants. Les courses de chars deviennent des événements politiques. Quand Incitatus entre sur la piste, la foule scande son nom comme celui d'un héros. Caligula a réussi à transformer son cheval en symbole populaire, en mascotte de son règne. Les enfants dessinent Incitatus sur les murs, les poètes de rue composent des vers en son honneur. Mais dans les classes supérieures, la consternation est totale. Les familles sénatoriales se réunissent en secret pour évoquer cette nomination sacrilège. Comment accepter qu'un animal préside au débat du Sénat, promulgue des lois, rende la justice? L'honneur de Rome semble perdu à jamais. Les philosophes tentent d'analyser ce phénomène inédit. Certains y voient une satire cruelle du pouvoir, d'autres la manifestation d'une folie divine. Les stoïciens, fidèles à leur doctrine, prêchent l'acceptation de ce qui ne peut être changé. Les épicuriens se contentent de ricaner en observant cette comédie humaine. Les provinces de l'Empire apprennent la nouvelle avec stupéfaction. Dans les villes grecques, habituées aux subtilités politiques, on ne sait que penser de cet empereur qui nomme son cheval. En Gaule, en Espagne,
En Afrique, les gouverneurs se demandent comment expliquer à leurs administrés qu'ils vont obéir aux ordres d'un quadrupède. Certains tentent de minimiser l'affaire. Après tout, disent-ils, Caligula n'a encore rien fait d'officiel. Il a simplement annoncé son intention de nommer Incitatus consul, mais les calendes de janvier 40 sont encore loin. Peut-être changera-t-il d'avis, peut-être cette menace n'était-elle qu'une plaisanterie d'ivrogne. Mais ceux qui connaissent bien l'empereur savent qu'il ne recule jamais devant ses promesses, même les plus extravagantes. Caligula a fait de la transgression son mode de gouvernement. Chaque fois qu'il franchit une ligne rouge, il en trace une nouvelle, toujours plus provocante. Pendant que Rome s'interroge, Caligula poursuit méthodiquement la préparation de ce consulat révolutionnaire. Il fait confectionner une toge consulaire spécialement adaptée à la morphologie d'Incitatus. Les meilleurs artisans de la capitale travaillent sur ce défi technique inédit. Comment habiller un cheval comme un magistrat romain? La toge, traditionnellement blanche bordée de pourpre, devient un chef-d'œuvre d'orfèvrerie. Brodée de fils d'or, incrustée de pierres précieuses, elle pèse plusieurs livres et nécessite un système complexe de sangles pour tenir sur le dos de l'animal. Un casque consulaire miniature est également commandé, ainsi que des sandales dorées pour les sabots. Caligula fait aménager une salle spéciale au Sénat pour accueillir son consul équin. Une estrade surélevée permet à Incitatus de dominer l'Assemblée, tandis qu'un système de poulies doit l'aider à monter les marches du Capitole lors de la cérémonie d'investiture. Des scribes sont formés pour interpréter les hennissements du cheval et les transformer en décisions politiques. L'empereur nomme également un traducteur officiel chargé de donner un sens aux réactions d'Incitatus. Cet homme, ancien rhéteur reconverti dans l'art délicat de la communication interespèces, développe un code complexe. Un hennissement aigu signifie l'approbation, un grattement de sabot marque l'opposition, un mouvement de tête indique la neutralité. Les lois elles-mêmes doivent être adaptées à cette situation inédite. Comment un cheval peut-il signer un décret? Caligula fait graver un sceau spécial représentant l'empreinte du sabot d'Incitatus. Ce cachet, appliqué au bas des documents officiels, aura la même valeur que la signature impériale. La cérémonie d'investiture fait l'objet de préparatifs minutieux. Traditionnellement, les nouveaux consuls prononcent un discours devant le peuple rassemblé. Caligula commande donc un discours pour Incitatus, texte de pure propagande que le traducteur récitait pendant que le cheval mange placidement son avoine. Face à ces préparatifs grotesques, l'opposition républicaine sort de sa torpeur. Des hommes comme Cassius Chaerea, tribun de la garde prétorienne, ne supportent plus cette mascarade qui déshonore Rome. Ces vétérans des campagnes germaniques, qui ont servi sous Germanicus, le père de Caligula, ne reconnaissent plus rien du fils dans cet empereur délirant. Les conspirations se multiplient. En 39, Caligula découvre et réprime brutalement un complot impliquant Lepidus, l'amant de sa sœur Agrippine la Jeune, et Getulicus, le gouverneur de Germanie supérieure. Les têtes tombent, les exils se multiplient, mais la résistance ne désarme pas. Chaque nouvelle extravagance de l'empereur renforce la détermination de ses ennemis. La nomination d'Incitatus devient le symbole de tout ce qu'ils combattent: l'arbitraire, la dérision, la destruction des valeurs romaines. Comment des soldats qui ont conquis le monde peuvent-ils accepter d'obéir à un cheval? Même les affranchis du palais, pourtant habitués aux caprices impériaux, commencent à murmurer. Ces hommes intelligents, souvent d'origine grecque, comprennent que Caligula pousse trop loin le jeu de la provocation. Un empereur peut terroriser ses sujets, mais pas les ridiculiser impunément. La garde prétorienne elle-même montre des signes de lassitude. Ces soldats d'élite, censés protéger l'empereur, supportent mal d'être transformés en gardiens de zoo. Surveiller les écuries d'Incitatus, organiser sa sécurité, escorter ses déplacements, autant de tâches qui humilient ces vétérans aguerris. Cassius Chaerea cristallise ce mécontentement. Cet homme de 50 ans,
cicatrisé par 20 campagnes, ne cache plus son dégoût pour un empereur qui préfère son cheval aux héros de Rome. Quand Caligula se moque de sa voix aiguë en Peaceanton, lui demandant le mot de passe quotidien, Chéréa serre les poings et jure de laver cet affront dans le sang. L'année 40 s'ouvre dans un climat de tension extrême. Caligula a officiellement confirmé la nomination d'Incitatus au consulat pour les calendes de janvier 41. Chaque jour qui passe rapproche Rome de cette échéance fatidique qui verra un cheval diriger l'empire le plus puissant du monde. L'empereur, conscient de l'hostilité qui l'entoure, multiplie les précautions. Incitatus bénéficie désormais d'une protection rapprochée digne d'un chef d'État. Une escouade de prétoriens veille jour et nuit sur ses écuries. Ses déplacements font l'objet d'un protocole de sécurité draconien. Ses repas sont goûtés par des esclaves pour détecter d'éventuels empoisonnements. Cette paranoïa révèle l'état mental de Caligula. Il comprend que sa survie politique dépend désormais de celle de son cheval. Si Incitatus meurt avant d'accéder au consulat, tous ses plans s'effondrent. L'empereur a lié son destin à celui d'un animal, pari risqué dans un monde où la mortalité équine reste élevée. Les dernières semaines de l'année 40 voient Caligula sombrer dans une frénésie d'activité. Il fait restaurer les temples pour accueillir dignement le nouveau consul divin. Il commande des statues d'Incitatus dans tous les matériaux précieux. Il organise des banquets préparatoires où le gratin romain vient rendre hommage aux futurs magistrats. Ces réceptions atteignent des sommets de grotesques. Les invités doivent désormais s'incliner devant Incitatus, lui baiser le sabot, lui offrir des présents. L'empereur observe ces génuflexions avec délectation, savourant chaque instant d'humiliation infligée à ses anciens pères. Mais le temps joue contre lui. Les conspirateurs profitent de ces mois de préparatifs pour peaufiner leurs plans. Ils savent qu'une fois Incitatus officiellement investi, il sera trop tard. Rome ne survivrait pas au déshonneur de voir un cheval consul. Il faut agir avant les calendes de janvier. Le 24 janvier 41, soit une semaine avant l'investiture programmée, d'Incitatus, Cassius Chaerea et ses complices passent à l'action. Le complot se déroule pendant les Jeux palatins, dans les couloirs étroits du palais impérial. Caligula, qui sort du théâtre après avoir assisté à des représentations, tombe dans le piège tendu par ses assassins. L'empereur meurt sous les coups de ses propres gardes, ceux-là même qui avaient juré de le protéger. 30 coups de glaive perçant son corps, tandis que ses bourreaux crient « Prends ça !» à chaque estocade. Sa femme Caesonia et sa fille Drusilla sont massacrées le même jour, effaçant jusqu'au souvenir de cette lignée maudite. Incitatus, ignorant tout du drame qui se joue au palais, broute paisiblement dans ses écuries de marbre. Le cheval qui devait devenir consul dans une semaine ne sait pas que son protecteur vient de périr. Ses palefreniers, terrorisés par les cris et le bruit des armes, n'osent plus s'approcher de lui. L'annonce de la mort de Caligula déclenche des réactions contrastées dans Rome. Le peuple, d'abord incrédule, manifeste sa joie quand la nouvelle se confirme. Dans les rues, on chante, on danse, on brise les statues de l'empereur déchu. Mais certains pleurent sincèrement celui qui leur avait donné des jeux et des distributions d'argent. Le Sénat, rassemblé en urgence, vote l'abolition immédiate de tous les actes de Caligula. La nomination d'Incitatus au consulat est officiellement annulée. Les sénateurs, libérés de leur cauchemar, retrouvent soudain leur dignité. Ils parlent même de restaurer la République. Mais cette illusion ne durera que quelques heures, car les prétoriens ont déjà trouvé un successeur à Caligula, son oncle Claude, découvert tremblant derrière une tenture. Ce homme timide et bègue, que tout le monde tenait pour un simple d'esprit, devient empereur presque malgré lui. L'Empire continue, la République reste un rêve. Que devient Incitatus? Après la mort de son protecteur impérial, les sources antiques restent muettes sur ce point, mais on peut imaginer le sort réservé au cheval qui faillit gouverner Rome. Claude, soucieux d'effacer les traces du règne de son neveu,
ordonne probablement la dispersion de tous les biens de Caligula. L'écurie de marbre est démantelée, les ornements précieux vendus aux enchères. La maison construite pour le cheval change d'affectation. Ses meubles dorés partent enrichir d'autres demeures. Les esclaves dédiés au service d'Incitatus sont réassignés à des tâches plus conventionnelles. Incitatus lui-même retourne sans doute à sa condition première, celle d'un simple cheval de course, certes talentueux mais privé de ses privilèges divins. Ses nouvelles écuries n'ont plus rien du luxe d'antan. Sa litière redevient de la paille ordinaire, sa nourriture des grains sans or. Peut-être finit-il ses jours dans quelque haras de campagne, reproducteur anonyme dont on a oublié la gloire passée. Ses poulains ignorent qu'ils descendent du cheval qui faillit diriger l'Empire romain. Le temps efface tout, même les souvenirs les plus extravagants. Mais la légende d'Incitatus survit au siècle. Les historiens se transmettent cette anecdote incroyable. Un empereur romain voulut nommer son cheval consul. Chaque génération redécouvre avec stupeur cette histoire qui résume à elle seule la folie du pouvoir absolu. L'épisode d'Incitatus marque un tournant dans l'histoire romaine. Pour la première fois, un empereur pousse si loin la provocation qu'il en meurt. Caligula franchit une ligne rouge que même les plus grands tyrans n'avaient osé dépasser. Faire d'un animal un magistrat romain dépasse l'entendement de ses contemporains. Cette histoire révèle aussi les limites du système impérial. Auguste avait créé un régime fondé sur l'équilibre entre l'empereur et les institutions républicaines. Caligula détruit cet équilibre en montrant que l'empereur peut tout faire, même l'impensable. Mais cette démonstration de force se retourne contre lui. Les successeurs de Caligula retiennent la leçon. Claude, Néron, Vespasien et les autres évitent soigneusement de heurter de front la dignité sénatoriale. Ils comprennent qu'un empereur peut être cruel, cupide, débauché, mais pas ridicule. Le ridicule tue plus sûrement que la peur. L'anecdote d'Incitatus devient également un symbole politique durable. À travers les siècles, chaque fois qu'un dirigeant abuse de son pouvoir, ses ennemis évoquent le cheval de Caligula. Cette référence traverse les époques, de Byzance à nos jours, rappelant que l'arbitraire a des limites. En 1834, la caricature politique française ressuscite l'histoire pour moquer Louis-Philippe et son ministre Mortier. L'empereur fou et son cheval consul servent de métaphore à tous les régimes qui méprisent leurs oppositions. La force du symbole traverse les millénaires. L'histoire de Caligula et d'Incitatus pose des questions éternelles sur la nature du pouvoir. Comment un homme peut-il en arriver à préférer un animal assez semblable? Qu'est-ce qui pousse un dirigeant à humilier ceux qui le servent? La réponse tient peut-être dans la solitude absolue du pouvoir suprême. Caligula grandit dans un environnement où la flatterie remplace la sincérité. Dès l'enfance, il apprend que ses moindres caprices deviennent désordre. Personne n'ose le contredire, personne ne lui dit non. Cette déformation précoce explique peut-être sa relation privilégiée avec Incitatus. Un cheval ne flatte pas, ne ment pas, ne complote pas. Dans un monde de courtisans hypocrites, l'animal représente une forme de pureté. Incitatus ne cherche ni faveur ni promotion. Il ne trahira jamais son maître, ne participera à aucun complot. Sa loyauté est absolue, inconditionnelle, contrairement à celle des humains qui entourent l'empereur. Cette préférence pour l'animal révèle aussi le mépris profond que Caligula nourrit envers l'humanité. Après avoir vu sa famille décimée par les intrigues palatines, après avoir grandi dans la terreur constante de l'assassinat, il ne fait plus confiance à personne. Les hommes ne valent pas mieux que des bêtes à ses yeux. Alors pourquoi ne pas donner le pouvoir à une vraie bête? La maladie qui frappe Caligula en 37 joue sans doute un rôle catalyseur dans cette évolution. Certains historiens modernes évoquent une encéphalite, d'autres une épilepsie temporale. Ces pathologies peuvent provoquer des changements de personnalité dramatiques, expliquant la transformation du prince charmant en tyran sanguinaire.
Mais au-delà des explications médicales, l'épisode d'Incitatus illustre les dérives inhérentes au pouvoir absolu. Quand aucun contre-pouvoir n'existe, quand aucune institution ne peut s'opposer à la volonté du prince, les pires excès deviennent possibles. Rome découvre avec Caligula ce que signifie vraiment l'autocratie. L'histoire de Caligula et de son cheval consul dépasse le simple fait divers historique. Elle offre une méditation profonde sur les rapports entre pouvoir et folie, entre autorité et respect. Chaque époque peut y puiser des enseignements sur les dangers de la concentration excessive du pouvoir. La Rome antique était pourtant dotée d'institutions solides, héritées de 5 siècles de république. Le Sénat, les magistrats, les lois ancestrales formaient un ensemble cohérent censé limiter l'arbitraire. Mais ces garde-fous s'effritent quand ils ne reposent plus que sur la bonne volonté du prince. Auguste avait habilement préservé les formes républicaines tout en concentrant l'essentiel du pouvoir entre ses mains. Cette fiction fonctionnait tant que l'empereur respectait les apparences. Caligula brise cette hypocrisie salutaire en révélant la réalité du régime. Rome appartient à un seul homme qui peut en disposer à sa guise. La nomination d'Incitatus représente l'aboutissement logique de cette évolution. Si l'empereur peut tout faire, pourquoi ne pourrait-il pas nommer son cheval? Cette décision absurde révèle l'absurdité du système lui-même. Caligula pousse la logique impériale jusqu'à ses conséquences les plus extrêmes. Mais cette provocation ultime provoque aussi la réaction salvatrice. L'assassinat de Caligula prouve que même le pouvoir absolu a ses limites. Quand un dirigeant dépasse certaines bornes, il déclenche les forces qui le détruisent. L'histoire d'Incitatus enseigne ainsi que l'excès nuit toujours à ceux qui s'y livrent. 16 siècles après la mort de Caligula, son cheval galope encore dans l'imaginaire européen. Les philosophes des Lumières redécouvrent cette anecdote pour critiquer l'absolutisme royal. Voltaire, Montesquieu, Diderot citent l'exemple d'Incitatus pour dénoncer l'arbitraire des princes de leur temps. Un cheval consul vaut mieux qu'un roi fou, écrit un pamphlet révolutionnaire en 1789. L'épisode romain sert de métaphore aux excès de l'Ancien Régime. Marie-Antoinette et ses fastes Versaillais rappellent aux contemporains les extravagances de l'empereur fou et de son animal favori. La Révolution française puise dans l'arsenal antique les armes de sa propagande. Les images de Caligula coiffant son cheval de la couronne consulaire illustrent les journaux révolutionnaires. Cette iconographie frappe les esprits et popularise l'histoire auprès d'un public qui ne lit pas Suétone dans le texte. Napoléon lui-même connaît le précédent et s'en méfie. L'empereur des Français évite soigneusement les provocations trop voyantes. Il comprend que la grandeur ne s'accommode pas du ridicule. Ses fastes sont grandioses mais jamais grotesques, somptueux mais jamais absurdes. Le 19e siècle romantique s'empare de la figure de Caligula pour explorer les abîmes de l'âme humaine. L'empereur fou fascine une époque obsédée par la psychologie et la pathologie mentale. Son amour pour Incitatus devient le symbole de tous les amours impossibles, de toutes les passions dévastatrices. Mais que savons-nous vraiment de cette histoire? Les sources antiques, principalement Suétone et Dion Cassius, écrivent plusieurs décennies après les faits. Leurs récits mélangent informations fiables et rumeurs de palais, témoignages directs et légendes urbaines. Suétone, né 30 ans après la mort de Caligula, ne peut être témoin oculaire des événements qu'il rapporte. Son travail de biographe s'apparente plutôt à celui d'un journaliste compilant différentes sources. Or, ces sources sont majoritairement hostiles à l'empereur, issus de milieux sénatorial qui avaient tout intérêt à noircir sa mémoire. La tradition historiographique romaine privilégie d'ailleurs les anecdotes frappantes aux analyses politiques approfondies. Les historiens antiques cherchent à édifier ou divertir leurs lecteurs plutôt qu'à établir la vérité factuelle. L'épisode d'Incitatus possède toutes les qualités d'une bonne histoire. Il est surprenant, mémorable, symbolique. Certains historiens modernes remettent en question la réalité de cette nomination.
Peut-être Caligula a-t-il simplement menacé de nommer son cheval pour humilier le Sénat, sans jamais concrétiser cette menace. Peut-être cette histoire n'est-elle qu'une déformation d'événements plus prosaïques. D'autres voient, dans ce récit, une satire politique contemporaine déguisée en fait historique. Les opposants à Caligula auraient inventé cette fable pour ridiculiser l'empereur et justifier son assassinat. L'histoire d'Incitatus servirait alors de propagande anti-impériale destinée à démontrer l'absurdité du régime. Mais même si les détails restent sujets à caution, le fond de l'histoire reflète une vérité historique indéniable. Caligula a effectivement entretenu des rapports conflictuels avec le Sénat. Il a effectivement humilié les élites romaines par des provocations répétées. Son règne a effectivement sombré dans l'arbitraire et la démesure. L'histoire d'Incitatus inspire les artistes de toutes les époques. Les peintres de la Renaissance la représentent dans leurs fresques illustrant les vices des Césars. Les dramaturges du grand siècle en tirent des tragédies édifiantes sur les dangers de la tyrannie. Rubens peint Caligula faisant construire le pont sur la baie de Naples pour défier Neptune, mais place discrètement Incitatus dans un coin de la toile. Le cheval devient un attribut iconographique de l'empereur fou, au même titre que la foudre pour Jupiter ou le caducée pour Mercure. L'opéra baroque s'empare du thème avec délectation. Handel compose un Caligula, où Incitatus tient le rôle du confident muet de l'empereur. L'animal, représenté par un danseur masqué, dialogue en pantomime avec le tyran qui sombre progressivement dans la folie. Le cinéma du XXe siècle redonne vie à cette histoire millénaire. Le Caligula de Tinto Brass, 1979, montre un empereur décadent entouré de ses favoris, humains et animaux confondus. Le film, controversé pour ses excès, illustre parfaitement l'esprit du personnage historique. Plus récemment, la série télévisée Rome, 2005-2007, évoque subtilement l'épisode d'Incitatus. Sans montrer la nomination proprement dite, elle suggère l'attachement maladif de Caligula pour son cheval et l'incompréhension que cela suscite chez ses contemporains. L'histoire du cheval consul dépasse aujourd'hui le cercle des érudits pour entrer dans la culture populaire mondiale. Elle nourrit l'imaginaire collectif sur la Rome antique au même titre que les gladiateurs ou les thermes. Incitatus devient un personnage de fiction à part entière. Les bandes dessinées s'emparent du thème avec humour. Astérix fait plusieurs fois référence à l'épisode, transformant l'anecdote historique en gag récurrent. Les Romains d'Uderzo et Goscinny sont tous un peu fous, à l'image de leur empereur qui préfère son cheval à ses sujets. La littérature jeunesse popularise l'histoire auprès d'un public qui découvre l'Antiquité. Les romans historiques pour adolescents mettent en scène les aventures d'Incitatus, transformé en héros malgré lui d'un récit d'apprentissage. Le cheval devient le témoin privilégié de la décadence romaine. Internet démultiplie la diffusion de cette légende. Les mèmes détournent l'image d'Incitatus pour commenter l'actualité politique contemporaine. Chaque nomination controversée suscite des comparaisons avec le cheval de Caligula. L'histoire antique éclaire les débats modernes. Les jeux vidéo intègrent également cette référence. Rome, Total War, permet aux joueurs d'incarner Caligula et de nommer effectivement son cheval à de hautes fonctions. Cette simulation historique transforme l'anecdote en mécanisme de jeu, permettant d'expérimenter les conséquences de tels choix. Près de 2000 ans après sa mort, Incitatus continue de galoper dans notre imaginaire collectif. Ce cheval qui ne régna jamais sur Rome règne encore sur nos consciences. Son histoire résume à elle seule les dangers éternels du pouvoir absolu et de l'orgueil humain. Caligula voulait humilier le Sénat en nommant son cheval consul. Il a finalement humilié la fonction impériale elle-même. En montrant qu'un empereur pouvait tout faire, même l'impensable, il a révélé la fragilité des institutions face à la folie d'un seul homme. Cette leçon traverse les siècles sans prendre une ride. Chaque époque redécouvre avec effroi que la civilisation ne tient qu'à un fil, que les acquis les plus solides
peuvent s'effondrer devant la déraison d'un dirigeant. L'histoire d'Incitatus nous rappelle que l'humanité ne progresse jamais définitivement. Mais cette histoire enseigne aussi que les excès finissent toujours par se retourner contre leurs auteurs. Caligula meurt assassiné, ses réformes sont abolies, sa mémoire est maudite. Le cheval qu'il voulait élever au-dessus des hommes retourne à ses écuries. L'ordre finit toujours par l'emporter sur le chaos. Incitatus symbolise également la solitude du pouvoir suprême. Dans un monde de flatteurs et de courtisans, Caligula ne trouve de compagnie sincère qu'auprès d'un animal. Cette amitié impossible révèle la tragédie humaine de celui qui possède tout mais ne peut faire confiance à personne. En définitive, l'histoire du cheval consul nous renvoie à nos propres interrogations sur l'autorité, la légitimité, la responsabilité du pouvoir. Elle nous questionne sur les limites acceptables de l'obéissance et sur le moment où la résistance devient un devoir. Ces questions, posées il y a 20 siècles dans les couloirs du palais impérial, résonnent encore aujourd'hui dans toutes les démocraties du monde. Incitatus n'a finalement jamais été consul, mais il est devenu immortel. Son galop résonne encore dans l'histoire humaine, nous rappelant que la folie des grands fait toujours le malheur des peuples, mais que cette folie porte en elle les germes de sa propre destruction.